Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Votre parole dans ces travaux qui viennent de commencer à ce moment-là est très importante parce que vous êtes un responsable politique, ministre de l'Intérieur, au moment de cette année terrible 2015, quand la France est attaquée en janvier et en novembre. En janvier et en novembre, ce sont effectivement les modes de vie, on l'a dit, des personnes emblématiques de notre société qui sont visées et tuées. À chaque fois, c'est effectivement la liberté et les modes de vie qui sont mortellement atteintes. On constate quand même avec ces événements, encore une fois, que la France devient un théâtre d'opération pour les djihadistes. Après les attentats du Bataclan, du Stade de France et des terrasses, la presse américaine avait titré sur un 11 septembre à la française. La formule avait fait Flores, une formule choc. Pour autant, du point de vue de l'analyse du renseignement et de l'attitude de la France après ces attentats, est-ce que vous reprendriez, vous, à votre compte cette formule ? Non, je ne reprendrai pas à mon compte cette formule parce que les attentats qui se sont produits au mois de novembre 2015 sont très différents par leur modalité, leur nature, de ceux qui sont survenus aux États-Unis en septembre 2001. D'abord, il y a une différence de stratégie très nette entre Al-Qaïda, qui est à l'origine des attentats de 2001, et Daesh, qui a préparé, fomenté, organisé les attentats qui se déroulent en France en novembre 2015. Daesh, c'est une stratégie qui repose sur un double niveau d'intervention. D'abord, la volonté de constituer un proto-État. Je dis un proto-État parce que jamais Daesh, fort heureusement, n'aura réussi à prendre totalement possession d'un territoire et des attributs d'un État pour conduire avec les attributs de cet État la guerre, même si il se sera emparé d'un très grand nombre des ressources pétrolières et des richesses des territoires qu'il avait réussi à conquérir en Irak et en Syrie. Mais Daesh, malgré tout, organise un semblant d'administration, met en place une structure dont le rôle est d'organiser, de commanditer des attentats et d'organiser la projection des forces, des petits commandos qui commettront ces crimes abjects sur le territoire de l'Union européenne et plus particulièrement en France. Et la deuxième caractéristique de Daesh, c'est que Daesh essaie de s'appuyer sur un réseau d'acteurs qui constitue ce que Gilles Kepel appellera un terrorisme réticulaire, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas nécessairement allés sur le territoire des opérations terroristes en Irak et en Syrie, mais qui, sous l'impact d'une propagande diffusée par les réseaux sociaux, se seront radicalisés jusqu'à commettre des attentats extraordinairement meurtriers et dont l'objectif sera de choquer les populations en constituant les conditions d'une vague tellurique de nature à fractionner la société française. La stratégie d'Al-Qaïda est très différente. Ce sont des commandos qui viennent de l'extérieur. Al-Qaïda ne prétend pas du tout s'organiser en État et a une stratégie et une technique d'intervention très différente. Mais ce qui rassemble Daesh et Al-Qaïda, c'est la volonté de créer des dommages psychologiques bien plus importants que les dommages physiques occasionnés aux victimes directes des attentats. Et il est incontestable que sur la psychologie de notre pays, sur les citoyens, sur les institutions, le choc occasionné a vocation à mettre la République en situation d'extrême vulnérabilité, fragilité. La répétition des attentats est là pour éprouver les institutions républicaines, créer les conditions d'un choc sur la société française dont les terroristes attendent qu'elle crée en son sein des antagonismes insurmontables. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut bien se garder, quand les attentats surviennent, de convoquer des éléments de vocabulaire ou de langage qui accompagnent la stratégie des terroristes en créant les conditions de la confrontation. Et même si ce lien existe entre Al-Qaïda et Daesh, encore une fois, les modalités et les manières d'intervention sont différentes. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est intéressant parce que justement, vous venez de répondre sur les stratégies, mais on vient d'entendre. Parfait, merci, pardon. On vient d'entendre à l'instant quand même un membre du gouvernement qui fait état de toute l'action gouvernementale et de la lutte contre la radicalisation. Mais on a quand même, on sait, et est-ce que vous pouvez le rappeler, puisque c'est vous qui étiez à ce moment-là aux commandes, il s'est quand même passé des choses depuis 2015. Au lendemain de ces attentats, il y a eu des actions.
Est-ce que vous en pouvez tous les cas, revenir dessus? C'est le souvenir que j'en ai. Oui, bien sûr. J'ai le Il sentiment m'arrive que parfois justement, d'entendre des propos qui rien n'a donnent le commencé sentiment après. que tout a commencé en 2017. J'ai le souvenir d'avoir été ministre un peu avant et de ne pas avoir été totalement inactif. La politique est justement les colloques. Hein. Non, mais peut-être, mais il y a des sujets sur lesquels on devrait s'abstenir de faire de la politique. Lorsqu'on est sur la question du terrorisme, ce qui compte, c'est l'unité, l'indivisibilité de la République dans toutes ses forces. Il y a des gouvernements qui ont précédé le gouvernement auquel j'ai appartenu, il y a des gouvernements qui lui ont succédé, et moi je considère que la lutte contre le terrorisme, parce qu'elle concerne des sujets fondamentaux, elle renvoie aux valeurs autour desquelles nous nous rassemblons, doit faire l'objet d'une action politique de la part de ceux qui portent la parole de l'État et du gouvernement, et qui transcende les législatures et les appartenances politiques. En tous les cas, c'est la conception que j'en ai. La République, c'est ça. Et donc, l'action que j'ai conduite moi-même s'inscrivait dans la continuité de l'action conduite par mes prédécesseurs. Et s'il m'est arrivé parfois de regretter certains aspects, la réforme du renseignement, la révision générale des politiques publiques, j'ai toujours rendu compte de l'action qui avait été conduite par ceux qui m'avaient précédé. Je dois d'ailleurs ici rendre hommage à l'action de ceux qui m'ont succédé. Parce que la lutte contre le terrorisme s'est poursuivie sous l'autorité de l'actuel président de la République et de l'actuel gouvernement, qui ont, à travers des dispositions législatives, comme la loi sur le séparatisme, les efforts faits pour améliorer encore les effectifs des services de renseignement, poursuivi une action qui avait été engagée avant eux. Et je pense que dans un contexte de très grande vulnérabilité de la société française, de courants la traversant et qui peuvent à tout moment la diviser, montrer que l'action de l'État, par-delà les sensibilités politiques de ceux qui le gouvernent, s'inscrivent dans le temps long d'une histoire et dans une continuité, est un devoir républicain, enfin me semble-t-il. Mais il est vrai que je suis totalement démodé. J'appartiens à un monde dans lequel on raisonnait de la sorte, mais peut-être n'est-ce plus tout à fait l'air du temps. Donc oui, nous avons contribué, nous aussi, à notre époque, à conduire quelques actions auxquelles les actions du gouvernement actuel font écho. J'en dis quelques mots. Il a fallu rehausser les effectifs des services de sécurité. La révision générale des politiques publiques avait conduit à la suppression de 13 000 emplois dans les forces de police et de gendarmerie. Nous en avons créé 9 000. 2 000 dans les services de renseignement. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'on avait confirmé des éléments législatifs concernant les moyens des services de renseignement. On a très bien fait de le faire. Lorsque je suis arrivé place Beauvau, la loi sur le renseignement était une loi qui datait de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Nous avons adopté une loi en juillet 2015, qui est une loi qui a permis, effectivement, la ministre l'a rappelé tout à l'heure, de mettre en place ce que l'on appelait le suivi en continu des terroristes et la détection sur données anonymes, c'est-à-dire l'utilisation des algorithmes. Sans cette loi, qui permettait d'entrer dans les communications cryptées des terroristes, alors même que ces terroristes utilisaient des moyens cryptés pour communiquer entre eux de manière à échapper à l'activité des services de renseignement qui étaient seuls de nature à prévenir les crimes, peut-être que Patrick Calvar le rappellera tout à l'heure, nous n'aurions pas pu éviter autant d'attentats que ceux qui ont été évités et déjoués. Et les chiffres égrenés par la ministre s'inscrivaient dans la continuité des attentats évités avant les attentats du 13 novembre. Il faut savoir qu'entre le mois de janvier 2015 et le mois de novembre 2015, nous avons évité 12 attaques, dont certaines auraient pu avoir des conséquences terribles sur le territoire national. Je pense notamment à la neutralisation d'un certain nombre de terroristes, et notamment de ce terroriste qui avait été à Argenteuil, alors qu'il avait tout un arsenal de moyens mis hors d'état de nuire. Il s'appelait Reda Cricket, vous vous souvenez de cela. Puis il y a eu Thiller Villus, et puis il y a eu beaucoup d'autres acteurs qui ont été empêchés de commettre des attentats. C'est la loi sur le renseignement. Elle a été confirmée, elle n'a pas été votée, elle a été confirmée dans son texte et dans son esprit, c'est fort bien. Et il eût été, à mon avis, très dangereux qu'on procédât autrement. Il y a eu beaucoup d'autres lois. La loi qui bloque
les sites qui appellent et provoquent au terrorisme, loi de novembre 2015, l'interdiction de sortie du territoire, novembre 2015, l'interdiction d'accès au territoire, novembre 2014, la possibilité d'intervenir sur Internet lorsqu'on est dans les services de renseignement sous pseudonyme pour pouvoir pénétrer les réseaux terroristes lorsqu'en communiquant entre eux, ils s'apprêtent à organiser des attentats ou des actions caractère antisémite ou des appels qui provoquent au terrorisme. Ça a été rendu possible également par la loi de novembre. L'incrimination individuelle terroriste. Je pourrais comme ça multiplier les exemples. Donc, oui. Tout ça pour vous dire, Monsieur Darmon, et pour dire aussi à l'assistance, que l'action de l'État sur ces sujets doit s'inscrire dans la continuité de l'action des gouvernements. Et que on ne peut que se réjouir de voir les actuelles équipes poursuivre le travail qui a été engagé, tout simplement parce qu'avant 2017, il y a eu 2015, 2016, si les choses me reviennent à l'esprit correctement, c'est-à-dire quelques années pendant lesquelles les choses ont été mises en œuvre en raison du niveau de menace auquel nous étions confrontés. À propos continuité, je vous livre une autre continuité qui a été soulignée à l'époque par le politologue Jérôme Fourquet après l'attentat contre la policière de Rambouillet au printemps dernier. Il s'agissait là de quelqu'un qui émanait de ce on vient d'appeler, ce qu'on a appelé le djihadisme d'atmosphère, radicalisme qui est passé sous tous les radars, et en plus ceux que vous avez venez de citer. Il disait ainsi, ce terroriste est entré, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur, un immigrant, il est entré illégalement sous Sarkozy, n'a pas été inquiété sous François Hollande et a été régularisé sous Emmanuel Macron. Il peut en parler de l'attentat, de celui qui a perpétré l'attentat contre la policière de Rambouillet, au nom justement d'une attaque ensuite radicalisée. Ce sont ces genres de personnes qui échappent complètement aussi aux algorithmes, aux radars, aux lois qui sont passées. Comment peut-on faire pour pouvoir se mobiliser aussi et les repérer? Non, mais là, vous avez raison de pointer ce phénomène. Je crois comprendre que vous allez interviewer Patrick Calvar dans l'après-midi, et je crois que son témoignage sera très utile pour éclairer cette réalité. Nous avons été confrontés à plusieurs phénomènes, plusieurs catégories de terroristes, plusieurs types d'individus qui étaient susceptibles de nous frapper. Première catégorie, ceux qui sont partis sur le théâtre des opérations, qui se sont radicalisés, qui ont été entraînés pour tuer et projetés sur le territoire national pour commettre des crimes en nombre. Bon. Ceux-là ont été identifiés par les services de renseignement français ou étrangers, mais n'ont pas toujours été identifiés au moment de leur retour sur le territoire national. Et je prends un exemple très concret qui concerne les attentats du 13 novembre 2015. Abdelhamid Abaoud est identifié comme un individu pouvant être à l'origine de l'organisation d'attentats après le démantèlement de la cellule de Verviers en janvier 2015. Il apparaît comme étant un personnage extraordinairement dangereux dont la mise hors d'état de nuire est absolument nécessaire en juillet-août 2015, et il revient sur le territoire de l'Union européenne alors en échappant à la sagacité des services de renseignement européens et étrangers avant les attentats dans le courant du mois de juillet 2015. Donc, vous avez une première catégorie d'individus qui sont des individus qui sont identifiés parce qu'ils sont allés sur le théâtre des opérations terroristes, mais que la coopération entre les services de renseignement ou les services de renseignement eux-mêmes ne parviennent pas à identifier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais souhaité qu'on signe en octobre 2014 un protocole avec la Turquie par lequel nous signalons à la Turquie ceux qui partaient et la Turquie nous signalait ceux qui sur son territoire étaient identifiés de manière à ce que nous puissions améliorer la nature des renseignements entre les mains des services. Deuxième type d'individus sont des individus qui ne sont pas partis, mais qui subissent la propagande numérique de Daesh ou les appels des imams dans les mosquées qui peuvent passer à l'acte. Eux font l'objet d'un travail très important des services de renseignement intérieurs et notamment du service du renseignement territorial qui a été restructuré à partir de 2014 à travers la création du service central du renseignement territorial et de la sous-direction de l'anticipation de la gendarmerie. Et qui sont assez outillés pour pouvoir opérer ce spectre du bas que vous évoquez. Ces individus. Puis il y a une troisième catégorie, c'est-à-dire des individus qui ne sont absolument pas dans le radar des services parce qu'ils n'ont jamais fait parler d'eux, ils n'ont même pas été condamnés pour des faits de droit commun, et qui tout d'un coup, sans qu'à aucun moment, aucun signe avant-coureur nous ait permis de les détecter,
passent à l'acte et commettent des crimes qui sont des crimes d'une extrême gravité. Et ce sont eux qui sont particulièrement difficiles à détecter. Et nous avons mis en place toute une série de dispositifs qui ont été complétés depuis. Le FSPRT, dont parlait Marlène Schiappa tout à l'heure, c'est-à-dire le fichier de prévention de la radicalisation à caractère terroriste, était destiné à avoir une liste la plus complète possible d'individus susceptibles de passer à l'acte. C'est dans le cadre de la mise en place du FSPRT et de l'EMOPT, c'est-à-dire l'état-major qui avait été mis en place aux côtés du ministre de l'Intérieur pour suivre précisément les individus fichés au FSPRT, qu'ont été identifiés des filières particulières composées d'individus susceptibles de passer à l'acte. Je pense notamment à la filière tchétchène. Je regrette de ce point de vue-là que l'EMOPT ait été supprimé parce que ces filières sont moins rigoureusement surveillées qu'elles ne l'étaient auparavant. Et puis, troisièmement, nous avons également sur ces dispositifs utilisé grandement la loi sur le renseignement de manière à pouvoir identifier à travers notamment la détection sur données anonymes des comportements qui ne se manifestaient pas dans l'espace public aisément. Nous avons également, je précise les choses pour que le propos soit complet, pris dans la loi de 2016 relative à l'asile des dispositions destinées à retirer le statut de réfugié à des individus qui avaient souhaité bénéficier de l'accueil de notre pays, qui s'étaient radicalisés. Cette disposition a été prise notamment pour traiter le cas d'un certain nombre de Tchétchènes dont je parlais tout à l'heure, et nous avons procédé à l'expulsion systématique des prêcheurs de haine d'origine étrangère qui, dans les mosquées, appelaient et provoquaient au terrorisme. Et je profite de la présence du recteur de la Grande Mosquée de Paris pour indiquer que ces mesures très, très dures à l'égard des radicalisés sont destinées à protéger nos compatriotes de confession musulmane qui sont attachés à un islam de modération, du juste milieu. Et j'en profite également de la présence du recteur pour lui dire le très grand soutien que je souhaite exprimer personnellement pour l'action qu'il conduit actuellement au sein de la Grande Mosquée, qui est une action courageuse, qui est une action utile, y compris pour la formation des imams, car sans la montée en puissance de l'Institut Al-Razali, qui doit être un grand institut de formation des imams autour de l'esprit d'islam du juste milieu de Cordoue, nous aurons beaucoup de mal à atteindre l'objectif de la formation d'imams français ayant un haut niveau de culture théologique. Monsieur Cazeneuve, on vous écoute et dans le détail, on comprend l'importance et la précision et la permanence de l'action de l'État depuis que ces attentats menacent. Vous l'avez expliqué, vous avez été vous-même aux manettes pour le faire. Mais quand on vous écoute aussi, on ne peut pas s'empêcher de penser à la situation générale. Cet été 2021, la chute de Kaboul, 20 ans après le 11 septembre, les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan. Donc, est-ce qu'on a perdu cette guerre de 20 ans ? D'abord, ce n'est pas une guerre de 20 ans, c'est une guerre qui durera plus longtemps que cela. Car l'islamisme est une idéologie totalitaire. Et cette idéologie totalitaire est une idéologie qui se construit autour d'une vision fermée, obscurantiste, rétrograde de la religion musulmane, qui vise à remettre en cause la liberté des musulmans eux-mêmes. La tragédie que l'islamisme impose au monde contemporain est une tragédie qui conduit beaucoup d'innocents à tomber sous le feu de fanatiques, qui conduit l'antisémitisme à prendre des proportions dans ce pays qui ne laisse d'inquiéter tous ceux qui savent à quel point nos compatriotes de confession juive ont été amenés à souffrir de l'antisémitisme pendant des décennies, et notamment au moment de la tragédie de la Shoah. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me permets de dire dans cette salle qu'on puisse être dans un pays dans lequel on puisse déclarer que certains régimes peuvent être excusés d'avoir livré des juifs étrangers au motif qu'ils auraient protégé des juifs français. Et quand on peut, à l'égard d'un grand-père et d'un père qui a perdu ses enfants et ses petits-enfants dans un attentat islamiste abject, indiquer qu'il manque à son pays
lorsqu'ils décident de les enterrer en Israël, et que tout ça ne suscite pas davantage de réactions que ça n'en suscite, c'est qu'il y a un problème de relation de la France à ses institutions, à la République et à ses valeurs. Et donc... Vous trouvez qu'il y a une grande mansuétude de la part des institutions, la réaction de la presse, de l'opinion, de la société à cet égard? Moi, je suis... Vous évoquez Éric Zemmour directement? Non, pas directement, parce que je ne tiens pas à faire trop de publicité à sa personne, donc je ne l'évoque jamais directement, mais j'évoque ce qu'il dit, ce qu'il pense, et qui est, pour moi, une blessure infligée à la République, à ses principes, à ses valeurs, mais pas simplement à la République, à la France. Parce que prétendre reconquérir la France en abîmant autant ce que sont ses valeurs, ses principes, ce qu'est son image, ce qu'est l'universalisme qu'elle porte, est de nature à révéler un problème de fond auquel la société française est confrontée. Donc je disais de l'islamisme, et je conclurai par ça, puisque je crois que mon temps de parole est écoulé, que l'islamisme est un totalitarisme, que combattre de toutes nos forces totalitarisme en raison de la remise en cause des libertés fondamentales et de l'oppression qu'il préconise à l'égard des populations qui n'adhèrent pas à cette conception rigoriste de la religion est une manière de protéger nos compatriotes de confession musulmane qui n'adhèrent pas à cette conception de leur religion parce qu'ils sont parmi les victimes de cette idéologie totalitaire. Et c'est la raison aussi pour laquelle, je m'exprime très franchement devant vous, quand j'entends un certain nombre de représentants des forces politiques de gauche, pas tous, mais certains, expliquer que quand on combat l'islamisme, on est islamophobe, non. Quand on combat l'islamisme en tant qu'idéologie totalitaire, c'est qu'on aime suffisamment les musulmans de France pour pouvoir les protéger de l'abjection de cette idéologie. Et qu'à force de tout mélanger et de se tromper de combat sur les questions les plus essentielles, on finit par créer une confusion qui aboutit à un abaissement du débat politique, à une perte de sens de ce qu'est l'action publique et de ce que nous sommes en tant que nation. Et si j'éprouve le besoin de m'exprimer rarement, c'est parce que je pense qu'en m'exprimant rarement pour dire ce que je viens de vous dire, j'ai plus de chances d'être entendu qu'en participant au vacarme quotidien de la politique.